Quand la Sarah tousse, la Martinique s'enrhume. Cette vision des stations-service prise d'assaut par des automobilistes au bord de la crise de nerfs, à la moindre rumeur de pénurie d'essence, n'est d'ailleurs pas propre à la Martinique. Des scènes identiques ont eu lieu également en Guadeloupe, en Guyane et deux autres territoires sur lesquels vous êtes implanté à la Sarah. Bonjour Philippe Guy. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous apprêtez à quitter la direction de la Sarah à la fin du mois de juin. Cette fonction de directeur général, vous l'exerciez depuis mai, précisément je crois le 28 mai 2015. Un monde qui ne vous était d'ailleurs pas étranger, puisque vous arriviez de Chine, où vous étiez directeur adjoint d'une raffinerie. On suppose que ce n'était pas de la même taille que celle de la Martinique. Hein. Effectivement, c'était ce que j'appelle un monstre de raffinerie. 15 fois plus grosse que Sarah. Merci encore d'avoir accepté l'invitation du magazine en ligne Ouvango, qui met l'automobile et les mobilités au cœur de son ADN, une préoccupation qui me semble rejoint celle de la Sarah, dont la production de carburant est indispensable à la circulation des automobilistes chez nous. Imaginons une Martinique, une Guadeloupe ou une Guyane sans carburant, évidemment les voitures ne peuvent pas rouler. En tout cas, on peut se poser aussi la question de savoir jusqu'à quand. Si je vous dis maintenant apprendre, agir et douter, qu'est-ce que ça évoque à votre esprit? Alors ça évoque un excellent souvenir, puisque c'est quelque chose que j'ai entendu. Ces trois mots ne sont pas de moi, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce que j'ai entendu, je pense, en 2017, lors de la cérémonie de remise de diplôme, puisque j'étais le parrain de la promotion suivante à l'université de Guadeloupe. Vous voyez, nous sommes bien sur les trois territoires, au département des ingénieurs en énergie et matériaux. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que effectivement, je pense que apprendre, je continue d'apprendre. Je suis un vieux routier, vous l'avez dit, avec vos mots. 64 ans, 7 pays différents, 12 postes, 19 déménagements avec ma famille. Donc apprendre, c'est très très important, et on le dit souvent, on apprend tout au long de notre vie. Agir, c'est aussi très important. Et puis douter, parce qu'il faut avoir cette capacité à se dire, ben voilà, est-ce que j'ai cette capacité de faire un vrai bilan, de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, qui fait partie de la vraie vie, sur tous les sujets. Donc c'est vrai, c'est trois mots que j'aime porter. J'en ai d'autres, mais je les aime beaucoup. Et donc un triptyque qui vous accompagne dans toutes vos activités depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui? Alors qui m'a accompagné sous différentes formes, c'est-à-dire que quand je fais un peu la relecture de cette carrière de vieux routier, je me rends compte que j'ai toujours été toujours très très intéressé pour apprendre. J'ai été étudiant en longue durée, j'ai empilé quelques diplômes, même beaucoup, mais en parallèle je travaillais, donc voilà, mes derniers diplômes je les fais pendant ma vie professionnelle. Agir, j'ai essayé toujours d'être un homme d'action, ça m'est quelquefois même reproché. Et puis douter, oui c'est le doute, j'allais dire, qui est important, c'est la réflexion, c'est un peu philosophique, mais c'est important, vraiment, quelle que soit la matière, technique ou managériale ou politique avec un grand P, d'avoir cette capacité à se reposer des questions. Dans ce désir d'apprendre, quels sont vos aiguillons en quelque sorte? Alors les aiguillons, parce que j'ai probablement un cerveau qui est très orienté matheux, comme on disait à l'époque, mais pas seulement matheux, c'est-à-dire que les maths m'ont toujours servi pour aller plus loin, mieux comprendre les maths physiques. Et puis, un de mes premiers professeurs, bon, moi je suis petit-fils de paysan, donc j'adore la nature, j'adore la pêche, je m'en cache pas, j'ai appris à chasser avec mon grand-père et mon père, tout à fait gamin. Dans quelle région? Alors, dans la région du centre de la France, mais j'y suis resté, j'allais dire, très très peu de temps. Fonde pour répondre aux exigences environnementales de réduction des gaz à effet de serre, d'où l'émergence de solutions innovantes en termes de transition énergétique dans votre société. Laquelle vous semble la plus emblématique? Alors, la plus emblématique, c'est la solution de demain, mais qu'il faut préparer aujourd'hui. C'est, j'allais dire, proposer ce qu'on appelle chez nous maintenant les vecteurs énergétiques qui vont servir à la mobilité, c'est l'hydrogène. Alors pourquoi l'hydrogène? Parce que l'hydrogène, c'est un des seuls vecteurs énergétiques, il y en a d'autres, mais qui va, quand il va être consommé, restituer son énergie, ne va réémettre ni CO2, ni fines particules, ni NOx. Donc voilà, il a, comme dans toute la nature, une contrepartie extrêmement forte, c'est que c'est un produit très explosif,
Donc il faut le manipuler correctement, il faut le produire correctement. Aujourd'hui, beaucoup de monde serait capable de produire beaucoup d'hydrogène en émettant énormément de CO2. Donc vous voyez, il faut toujours se poser la question de regarder quelle est la production exacte de CO2 dans le cycle pour vraiment pouvoir arbitrer. Alors c'est l'énergie de demain, on en entend beaucoup parler. Oui, le plan par exemple de relance, on parle, 7 milliards, plus de 7 milliards prévus. Voilà, en Europe, il y a entre guillemets, des projets qui fleurissent de partout. Alors moi j'aime pas trop ça, c'est un peu l'effet balancier, c'est-à-dire que voilà, on est parti du pétrole, on a été dans le nucléaire, maintenant on nous dit que tout ça c'est mauvais. J'ai dit tout ça a des inconvénients qu'il faut reconnaître, Attention à ne pas faire un effet balancier complètement opposé qui aura de toute façon un certain nombre d'inconvénients. Regardons-le la tête froide, avec sérénité, et surtout, ça doit coller à la spécificité de nos territoires. C'est ça qui est important dans la transition énergétique. Étape par étape, prendre en compte ce que l'on sait faire, prendre en compte nos ressources locales, prendre en compte nos compétences locales, prendre en compte la situation économique et sociale. Et c'est comme ça qu'on réussira une belle transition énergétique. Et c'est un discours que vous tenez tant en Martinique qu'en Guadeloupe et qu'en Guyane? Exactement. Et c'est d'autant plus, important de le tenir, puisque ça fait partie vraiment, maintenant un peu de nos gènes à la Sara. Le territoire guyanais est très différent du territoire martiniquais. Il y a des forces et faiblesses qui sont complètement différentes. Et vous le verrez, si on parle de nos projets que nous avons, ils sont complètement différents. Ça n'exclut pas des synergies interterritoires, même si on sait que c'est quelquefois très compliqué à les mettre. Et surtout, ça doit correspondre à ce que nous, on a décidé de créer depuis 2015, parce que on est un acteur local important, mais à côté des grands acteurs nationaux ou internationaux, nous sommes tout petits, comme on dit chez nous. Donc, tout petit, ça ne veut pas dire moins intelligent, ça veut dire plus rapide, et ça nous permet de dire, nous, nos projets sont en différenciation, structuration de filières locales, certains appellent ça l'économie circulaire. C'est aussi simple que la ressource doit être locale, la production doit être locale, la consommation doit être locale. Alors justement, puisque c'est l'hydrogène, il se trouve que vous avez inauguré une pile à combustible, une pile à hydrogène, qui est donc installée sur le site de la Sara, zone de Californie au Lamentin en Martinique. Il a été inauguré en décembre 2019. C'était, nous disons, une première mondiale. Pourquoi? Parce que ça se fait dans une raffinerie classée de surcroît Seveso. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Et je crois que mes équipes martiniquaises, même la population martiniquaise, peut en être très fière, je le dis souvent. Chez Sara Antilles-Guyane, nous sommes 99,6% d'Antillais-Guyanais. Voilà, quand on me pose la question de la compétence, j'ai quelquefois des réponses assez vertes, en tous les cas pas ma langue dans ma poche. Donc c'est véritablement une première mondiale. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement complexe à faire. C'est un bijou de technologie qui coûte très cher. Il faut le dire. C'est d'ailleurs le problème aujourd'hui avec l'hydrogène. On investit sur l'avenir, mais ça coûte cher pour l'instant. Au départ, ça coûte très cher. Et il faut dire aussi que nous avons été très fortement aidés par l'Union européenne, par un plan spécial dédié à l'hydrogène, avec un nom barbare, comme on sait le faire en Europe, où personne ne comprend rien. SCHJU 2020, Fuel Cell, Jogging, and so on. Voilà, c'est un projet européen, avec des collaborations avec des Espagnols, avec les universités, avec Ballard Europe. Et la pile a été financée à 100% par l'Europe. C'est quand même un petit bijou de 4,5 millions d'euros. Et qui demain va valoir 2 fois moins, et j'espère 3 fois moins, pour qu'on puisse dupliquer cette technologie. C'est énorme. Pour 1 mégawatt, ça prend 10 fois plus de place qu'une turbine à carburant. Mais tout ça, ça va se réduire. Se miniaturiser en quelque sorte. Se réduire, être plus efficace et coûter moins cher. Mais un mégawatt, c'est combien de foyers que ça alimente en électricité par exemple? Alors, ça reste très modeste. Il faut rester humble. D'abord, c'est un début. Ça reste très modeste. Pour vous dire, ça va alimenter à peu près, on a fait le calcul, 800 à 1000 foyers martiniquais par ricochet. C'est-à-dire que l'électron sortant de cette pile n'ira pas directement dans la maison, mais va se substituer à un électron qu'on appelle gris, qui vient du fuel, qui vient du pétrole, que nous on produit. Voilà. Donc c'est à peu près 800 foyers, on compte c'est 2000 à 3000 personnes. Ça dépend du territoire. Vous voyez, en Guyane, ça sera quasiment le double, parce que la consommation par foyer est beaucoup plus faible.
Elle est plus faible parce qu'il n'y a pas de disponibilité forte puissance. Par exemple, si vous demandez un compteur 45 ampères en Guyane, vous n'êtes pas près de l'avoir. Alors que chez nous en Martinique, heureusement, nous pouvons l'avoir. Alors, vous avez évoqué le fait que nous partions avec la raffinerie de l'énergie comme de l'énergie fossile, puisque vous traitez cette énergie fossile qu'est le pétrole. C'est peut-être que là où le bas blesse, c'est que certaines personnes disent effectivement oui, mais ce n'est pas tout à fait une énergie décarbonée. Je note d'ailleurs que le plan de relance dont on parlait avec cette grande envie du gouvernement français notamment de développer cette filière à hydrogène, ils mettent l'accent sur le fait qu'il faut que ce soit une filière décarbonée. Alors, comment vous vous situez par rapport à ça? Et parce que j'ai bien compris dans ce que vous disiez tout à l'heure que si effectivement vous partez de l'énergie fossile, à la sortie, vous n'utilisez pas du tout d'énergie fossile pour produire cet hydrogène qui nous donne l'électricité. Alors, c'est vraiment une question fondamentale. Je vais essayer de prendre un temps très court pour vous expliquer. Déjà, ce qu'il faut prendre en compte dans une transition énergétique, il y a bien le mot transition. Ça veut dire que ça doit se faire étape par étape. Ça, on l'oublie. Donc quand on nous demande de faire, et c'est normal, une industrie décarbonée, laissez-nous le temps d'y aller étape par étape, sinon il va se passer ce qui s'est passé les décennies précédentes, eh bien ça va se faire dans certains pays, et nous quand on sera prêt pour le faire, eh bien nous ne serons pas prêts ou à des coûts économiques trop élevés. Je vois que vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Le troisième élément qu'il faut comprendre dans cette transition énergétique, et c'est d'abord, il n'y a aucun doute, c'est bon pour la planète. On peut être climato-sceptique, on peut dire tout ce qu'on dit. Si vous regardez les courbes d'augmentation du CO2 depuis les années 60, elles ont terriblement augmenté. Alors, c'est peut-être les volcans, c'est peut-être les vaches, c'est indéniablement l'activité industrielle et notre propre activité d'habitants de la planète. Est-ce que vous vous rendez compte que vous, quand vous utilisez votre voiture, vous polluez 20 fois plus que Sarah, qui elle-même est pollueur. Quand je dis pollueur, quand on émet du CO2, qui est une pollution, quand on émet des NOx, quand on émet des gaz à effet de serre, du CH4. Donc vous voyez, c'est à la fois très complexe. La première opération qu'il faut mener, c'est dire, et je ne l'entends quasiment jamais, comment je peux réduire simplement ma propre consommation. Alors l'intérêt, c'est que j'évite de dépenser trop d'argent, parce que ça coûte cher, ouais, je le reconnais, ça a un coût. Et c'est bon pour la planète. Donc moi je me pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas en tout premier les économies que l'on peut faire tout de suite, le tri que l'on peut améliorer, voilà. Alors, pourquoi c'est compliqué chez nous? Puisque les carburants fossiles sont une énergie dont le consommateur, entre guillemets, les marketeurs disent en Europe ou dans l'Hexagone, c'est un produit de commodité. Commodité, ça veut dire que j'achète du sucre, de l'huile, du carburant, où je veux, quand je veux, au prix que je veux. Et bien ça, ce n'est pas le cas sur nos territoires. C'est un produit de nécessité. Tout à fait. Parce que les alternatives existent, mais elles sont réduites. J'ai jamais vu un consommateur suisse se plaindre du prix des carburants. Le salaire minimal est 2,5 fois celui de la France. Quand l'essence coûte trop cher, il prend le tram, il prend le train, il a l'autoroute, il n'y a pas d'embouteillage, donc il y en a moins. Donc on voit bien que mais tous ces phénomènes, entre guillemets, sociaux avec un grand S, ils doivent être pris en compte dans la transition énergétique. Je reviens sur l'aspect technique de votre question, qui est extrêmement important. Ne jetons pas d'un seul coup, ah le pétrole, c'est pas bon. Bien sûr que le pétrole, quand on va le transformer, va émettre beaucoup de CO2. Tout le monde oublie de nous dire, le pétrole, il a été fabriqué par la nature. C'est pas l'homme qui l'a fabriqué le pétrole. Moi aujourd'hui, raffineur, je sais faire du pétrole synthétique. C'est complètement idiot d'aller faire du pétrole synthétique. Lorsqu'on le trouve dans la nature. Dans la nature. Je pense que dans la transition, il est important de se dire, je vais continuer d'utiliser le pétrole, le moins possible, et quand je vais l'utiliser, je vais faire en sorte que les technologies qui existent, je récupère le CO2. Donc on passe du gris à ce qu'on appelle la couleur bleue. Et sur nos territoires, je vous donne un exemple, en Guyane, on a un très grand projet de biomasse, parce qu'il y a un espace qui n'est pas infini et qui est très compliqué à acquérir et à cultiver, mais il n'empêche qu'il y a des hectares et des hectares, des dizaines de milliers d'hectares, ce qui n'est pas le cas en Martinique. Donc en Martinique, ce que je conseille, dans un premier temps, c'est de dire, comme j'ai un outil industriel qui est gris, continuons pendant quelques années d'importer du pétrole brut ou d'autres produits, pas forcément liés au brut, pour produire cet hydrogène sans produire de CO2. Le bilan pour la planète,
il est tout aussi bon que le 100% vert. Sauf que nous avons déjà l'outil industriel, ce qui veut dire que ça va coûter moins cher. D'accord. On voit bien la subtilité de cette explication, effectivement, mais surtout, effectivement, lorsqu'on entend certains, ils s'entêtent à penser que, etc. Mais j'ai bien compris un peu l'esprit dans lequel vous développez cette idée. Cela étant, je vous ai parlé tout à l'heure des énergies renouvelables, la transition énergétique, ce que vous faisiez, le caractère, on a noté le caractère emblématique de la pile à combustible. En Guyane, je crois que vous avez une autre activité qui tourne autour aussi de l'hydrogène. Comment ça se passe? Est-ce que c'est la même chose? Alors, dans ce que je vous ai expliqué, le concept de nos projets, ressources locales, production locale, consommation locale, nos raffineurs, vous le voyez quand vous visitez la raffinerie, on a plusieurs unités. C'est-à-dire qu'une va compenser l'autre et va améliorer les défauts de la production de l'une. Donc ça, c'est dans nos esprits. Ce que l'on prévoit dans nos projets, c'est la combinaison de plusieurs technologies qui vont venir se complémenter pour, entre guillemets, réduire les effets négatifs, parce qu'il y en a, et augmenter les effets positifs. Je vous donne un exemple de la Guyane, après je peux vous donner un exemple, vous redire celui qu'on prévoit. En Martinique, avec la baisse des consommations, et tant mieux, il y aura de l'essence, qu'on appelle une molécule de naphta, mais c'est de l'essence disponible, plutôt que de la réexpédier et de perdre notre chemise, entre guillemets, parce que quand vous êtes vendeur en excédent, vous n'avez pas un bon prix, c'est de garder cette molécule, en extraire l'hydrogène et, entre guillemets, capter le CO2. Et le CO2, on est en train de regarder pour le consommer, mais dans des situations très innovantes et tout à fait crédibles, dans des technologies qui existent. Donc on est dans l'imbrication. En Guyane, c'est différent, il y a de la place. Comme en Martinique, il y a un climat très favorable, eh bien c'est de la culture de biomasse aquatique. Vous récupérez cette biomasse verte, qui est naturelle, qui a poussé grâce au soleil et au CO2 capté dans l'atmosphère. Vous le mettez dans un méthaniseur, et comme vous avez une biomasse végétale de très bonne qualité, vous avez un biogaz de très bonne qualité. Ça, les voitures peuvent fonctionner au gaz, les camions, et puis le jour où on estime, parce que le gaz réémet du CO2, qu'il faut encore faire des efforts, la deuxième étape, cette molécule de biogaz, on la casse en deux molécules, molécule d'hydrogène, molécule de carbone absolue, on ne parle plus de CO2, mais là, il vous faut une technologie sur laquelle on est en train de travailler et qui est énormément consommatrice d'électricité. Quand vous voulez casser un atome, je vais faire une petite blague, c'est plus facile de casser un couple humain que de casser, entre guillemets, une molécule pour récupérer les atomes. Mais cette énergie électrique verte, on sait la produire. Centrale photovoltaïque de la Jambette, centrale électrique de l'Ouest guyanais, on sait que maintenant, par exemple, pour casser ces molécules de biogaz, il nous faut 50 hectares de panneaux. Et il y a la place. Et qu'en est-il pour la Guadeloupe? Alors la Guadeloupe, c'est un petit peu comme en Martinique. Là aussi, il faut balayer devant sa porte. On a pris plus de temps à décoller ces façons de parler et de dire en Guadeloupe. Donc on vient de créer depuis une année une mission territoriale de développement. Nous avons déjà un vrai projet concret en partenariat. Voilà, on a mis le critère création d'emplois, partenariat, acceptabilité sociétale, avec un partenaire local. Oui, on va jusqu'au bout de la démarche pour, un peu comme la Jambette, un petit peu comme en Guyane, mais plus petit, pour commencer. On a un partenariat avec une association Verte Vallée, où au lieu de faire de la biomasse, on veut récupérer les déchets organiques, en un mot les déchets des cantines, des hôpitaux, des restaurants, pour en produire du gaz. Voilà, nous on ne collectera pas les déchets organiques, ce n'est pas notre métier, mais voilà, on est avec une association qui fait de l'insertion, qui est très écologique, comme quoi on peut faire travailler un industriel, un vieux Sarah, dans l'univers impitoyable, avec une association. Donc sur les trois territoires, la transition énergétique, la Sarah connaît. Connaît et concrètement. Alors, juste un élément. Je l'ai dit d'emblée tout à l'heure que les voitures ne pouvaient pas, dans l'état actuel des choses, fonctionner s'il n'y avait pas de l'essence. Mais est-ce qu'à terme, vous pensez que ça va être la même chose demain avec les énergies les énergies nouvelles qu'il faudra utiliser pour les déplacements? Est-ce que là aussi, vous aurez un rôle aussi important qu'il ne l'est aujourd'hui? Alors, si on veut survivre, il faut qu'on ait ce rôle très important. Et de la part de certains, je comprends, trop important. Vous l'avez dit en introduction, comme Sarah tous, les Martiniquais tous. Je vous fais quand même remarquer que depuis 6 ans, il n'y a jamais eu de grève côté Sarah. Jamais.
Et que c'est vrai, la moindre rumeur fait qu'il y a des files d'attente devant les stations. Moi, ça a le don de m'énerver, de me mettre en colère. Lorsque vous savez qu'il y a de l'essence. Parce que je sais que, voilà, il y a de l'essence. C'est dangereux, puisque ça fait des files d'attente très longues. Et c'est idiot, puisque les gens vont consommer 1 litre d'essence ou de diesel en attendant de se faire servir. Et l'augmentation de consommation crée la pénurie. Donc, je m'élève toujours à chaque fois en disant, on a mis en place un numéro vert. Les consommateurs peuvent l'appeler. Alors, pour vous répondre très précisément, comme sur les projets, je vais vous donner des exemples très précis. Moi, je pense par exemple que les bus de ville, les camions poubelles, ça, c'est des cibles premières pour l'hydrogène. Pourquoi? Parce que ce sont les plus gros émetteurs de CO2. Ils circulent en ville, je m'arrête, je démarre, je m'arrête, je démarre, donc les consommations sont importantes. Il faut bien s'arrêter pour prendre les voyageurs. Donc ça, voilà, une première population, une première cible, j'allais dire du collectif, du véhicule de service, ça c'est de l'hydrogène. Sur le véhicule particulier, ça peut être encore de l'essence avec l'hybridation, de l'électrique, le jour où l'électricité entre guillemets sera verte en Martinique, où la personne qui a sa propre ombrière à Sarraz, nous allons faire des ombrières pour que nos salariés qui veulent acheter une voiture électrique n'ont pas besoin de le faire à la maison, puisque la voiture, la journée, elle ne tourne pas, et de pouvoir garer entre guillemets sous une ombrière et de recharger la voiture. Maintenant, il faut rester cohérent, attention à la technologie. Est-ce que ça va bien résister sur nos climats? On sait tous déjà avec nos voitures que les batteries au bout de 2-3 ans. Donc attention à l'adaptation de la technologie, attention au coût. Une voiture électrique, bien sûr, la consommation, ça consomme beaucoup moins. Je ne connais pas encore de voiture électrique à moins de 10 000 euros. Ça vient, mais ce sont des toutes petites voitures. Et j'allais dire, nous, Martiniquais, Antillais-Guyanais, on aime les belles voitures. Voilà. Qui font vroom vroom. Justement, sur ce point, les initiatives qui sont prises ça et là en Martinique en matière justement d'énergie électrique, on voit, vous parlez d'ombrières, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que ça fourmille un peu d'idées, d'essais, d'installations, etc. Alors ma réponse va vous surprendre parce que vous pourriez penser qu'on devrait naturellement être contre. Moi, l'expérience que j'ai acquise partout, c'est que quand on s'oppose au changement, j'ai connu beaucoup d'entreprises, je vais en citer une, j'espère qu'ils ne verront pas, c'est Kodak, qui a essayé de s'opposer au changement, d'expliquer que ce qu'il faisait c'était mieux. Ben voilà, en général on en meurt. Donc plutôt que de s'y opposer, c'est de l'accompagner et d'être présent. Et d'être présent. On ne sommes pas devenus philanthropes. C'est ce que vous faites donc. Voilà, c'est d'être présent. On a mis des partenariats avec des startups sur des technologies très innovantes. Nous avons monté des partenariats avec des entreprises dans d'autres secteurs d'activité, genre les déchets verts. On se dit, mais qu'est-ce que Sarraz vient faire là-dedans? Ben non, on vient faire là-dedans parce que qui dit déchets verts dit CH4, dit gaz. Voilà. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, être présent à l'écoute de ces initiatives et surtout ne pas les combattre, sauf si on pense raisonnablement qu'elles ne vont pas dans le bon sens pour le territoire de la Martinique. Alors, quels sont vos rapports avec l'automobile? Puisque c'est aussi ça qui nous intéresse avec Ovango, l'automobile et les mobilités. Vous, personnellement, vous avez une voiture? Alors oui, j'ai une voiture, j'ai une Talisman, une très belle Talisman d'ailleurs, qui est très peu appréciée. Comme je dis, c'est une voiture de papy. Elle est très confortable, elle ne consomme pas grand-chose. Alors, et ça va vous surprendre, je suis grand passionné de sport mécanique, à tous les niveaux, mais depuis mon plus jeune âge. J'ai une collection de petites voitures faramineuses que j'ai su préserver et garder. Vous savez qu'il y a beaucoup de collectionneurs ici en Martinique, de vieilles voitures notamment? Alors je connais quelques collectionneurs, je connais même une collection de très belles Simca. Voilà. Du côté du diamant, je crois, voilà, pour les Martiniquais. Voilà. Alors, mon rapport à l'automobile, c'est, j'allais dire, une véritable passion. J'ai commencé par avoir une mobilette, et puis j'ai automobile, déplacement au sens large, vélo, mobilette. Comme dit, j'ai traversé toute la France avec mon Peugeot orange, Peugeot SP3, voilà, que j'avais eu. Parce que vous êtes très marque française, me semble-t-il. Alors, je suis très marque française au niveau professionnel. Après, quand j'ai gagné mes sous, j'achète ce que je veux. Je donne de leçons à personne, mais je pense que quand on est une belle entreprise française, et ben voilà, après, avec ses sous, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Là, j'ai pas de conseils à donner.
Donc cette passion de l'automobile, de tout ce qui est sport mécanique, la Formule 1, les Grands Prix moto, et ce qui est important au travers de cette passion, c'est de se dire, mais quand je vis cette passion, est-ce que je suis un plus gros pollueur qu'un autre? Donc, vous voyez, je vais loin dans le raisonnement. Bon, j'ai quelques vieilles voitures, mais mes vieilles voitures, elles font quelques dizaines de kilomètres par an. Voilà, c'est la balade du dimanche quand il fait beau, et puis quand on tombe pas en panne, on arrive à rentrer à la maison. Très bien. Alors, sur ce point, puisque vous vous intéressez, vous m'avez dit, au sport mécanique, automobile, mais aussi moto, à cet égard, peut-être que certains chez vous connaissent votre passion et viennent à vous, notamment en matière de moto. Alors, beaucoup l'ont su, et c'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de demandes, j'allais dire, quand il y a des manifestations pour que Sarah aide. Et là, j'ai été très clair, Sarah n'aidera pas les sports mécaniques en tant que tels. Pourquoi? Parce que c'est pas notre job, c'est pas ce que l'on a choisi. Nous, on est dans l'aide des sports de tradition, l'aïole, la sécurité, la jeunesse. Donc ça a été très clair, on ne m'appelle plus pour les jet skis, voilà. Même si, je le reconnais, j'ai fait du jet ski, c'est pas ma passion, mais j'ai testé. Alors après, sur les aides que l'on peut apporter, où effectivement, il y a une association en ce moment de motards qui nous demande la location, enfin un prêt à titre gracieux d'un bout de notre terrain à Ducos, pour mettre, entre guillemets, un terrain de motocross, de moto électrique. Alors bien évidemment, je suis très... Moto électrique, ça surprend. Ça surprend. Alors je suis très enclin à dire oui, parce que d'abord, ça ne fait pas de bruit. Maintenant, voilà, j'ai été jeune, je sais voilà comment ça se passe. Donc on est en train de le regarder avec bienveillance, parce qu'effectivement, si on ne fait rien pour ces jeunes-là, ne nous étonnons pas que l'on voit ce qu'on appelle des runs sauvages, ne nous étonnons pas qu'on voit le comportement sur la route, et pas que des motards, je ne veux pas les stigmatiser, hein. Il y a beaucoup de conducteurs de voitures qui roulent malheureusement de manière très très dangereuse, et c'est bien dommage. Très bien. Je n'ai pas envie de vous laisser partir sans vous parler du coût du carburant. Vous savez qu'à chaque fois qu'on parle je ne sais pas s'il en est de même en Guyane, Guadeloupe, en Martinique, il y a des prix. Les prix, ce sont des prix contraints, réglementés, comme on dit. Et la première des choses qu'on cherche à savoir, on sait que c'est à la fin du mois, on connaîtra, on se dit qu'est-ce que ça va donner, etc. Là, en ce moment, ça prend une tournure un peu à la hausse. Hein. Là, ça prend une tournure tout à fait à la hausse depuis le mois de novembre, hein, vous avez entièrement raison. Et là encore, je vais me permettre un petit mot d'humour, mais vous lancez quelques pics. C'est un petit peu comme pour la sélection de l'équipe de France de foot ou le Covid. Tout le monde est devenu expert et malheureusement, j'entends trop souvent tout et n'importe quoi. Je vais vous faire une réponse en 2 temps, mais vous allez voir très clair. Bien sûr que le carburant est un élément coûteux pour le consommateur antillais-guyanais. Et pour une raison assez simple. Et même s'il était 10 centimes plus cher, il coûterait encore trop cher. Le consommateur antillais-guyanais fait à peu près le même nombre de kilomètres que le consommateur de l'Hexagone. Ça paraît surprenant. 12 à 15 000 kilomètres par an. Si vous faites le simple calcul que j'ai fait en arrivant en 2015, que représente en nombre d'euros, c'est 12 à 15 000 km. En fonction du prix du carburant, ils vont varier entre 1 100 € et probablement en ce moment plus près de 1 400 €. Donc plus 300 €. C'est énorme. Et pourquoi c'est un produit qui est cher ici, qui est sensible? Il faut le ramener au pouvoir d'achat. Tout à l'heure, je prenais cette comparaison stupide avec le consommateur suisse. Quand vous regardez les statistiques économiques, sociales par rapport à la moyenne française, sur nos territoires, moitié moins de familles payent l'impôt sur le revenu. 2 fois de taux de RSA plus élevé, taux de chômage plus élevé. Ça veut dire que en moyenne, les gens ont moins de sous. Et par contre, il faut qu'ils dépensent ces 1 400 €. Donc bien sûr, quand vous devez dépenser 1 400 €, je vais donner un chiffre. Une dépense contrainte en somme. Dépense contrainte, et que vous avez 14 000 € de revenus annuels, c'est 10%. Si vous dépensez 1 400 € pour le carburant et que votre revenu annuel est de 20 000, 24 000 ou 28 000, pour simplifier, le poids n'est que de 5%. Donc voilà, quelqu'un dans l'Hexagone qui trouve que le carburant est trop cher, il peut prendre entre guillemets le bus, c'est pas toujours pratique, le train, c'est pas toujours facile, mais il y a des alternatives. Chez nous, c'est très compliqué.
Est-ce que je viens de- Dites-moi, c'est une invitation à ce qu'on développe un peu plus ces transports en commun, que sais-je encore? C'est comme ça qu'il faut l'entendre? Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est... Parce que si on veut survivre, nous, Sarah, si on veut la pérennité, nous serons dans l'acceptabilité que lorsque le prix à la station-service sera acceptable pour le consommateur. Si le consommateur, entre guillemets, trouve que ça devient intolérable, ben, nous disparaîtrons, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas la peine de dire c'est trop, c'est pas assez cher, c'est bien évidemment trop cher. Qu'est-ce que fait la SARA? On pourrait dire la SARA, ben voilà, elle a fait le constat, comme d'habitude, des beaux parleurs. Déjà, il faut voir qu'entre le prix à la station-service et le prix SARA, je vais vous donner l'exemple ce mois-ci pour l'essence, on sort à 82 centimes, sortie SARA, 1,64 en station-service. Moi, je suis responsable et coupable des 82 centimes. Coupable et responsable de plus de 30 centimes d'augmentation depuis le mois de novembre. D'où viennent cette augmentation des 30 centimes? Les taxes. Non. Là, les 82 centimes, c'est Sarah. Les Oui. taxes, j'en parle pas. Ah bon, je Que croyais que vous chacun- alliez en parler. Non, c'est pas chez moi. Que chacun balaye devant sa porte. Je suis passé de 52 centimes à 82 centimes. Les 30 centimes, c'est ça. Le cours du brut au mois de novembre était à 32 dollars le baril. Il est passé à plus de 70. Voilà. Alors quand on me dit, j'entends toutes les âneries de la terre, en disant quand ça monte, et quand ça baisse jamais, j'ai beau montrer les graphiques que je ne vous ai pas amenés. Ben, quand ça monte, et quand ça baisse. Il y a deux produits qui sont un peu moins chers, faut-il s'en satisfaire, puisque je vous ai dit que de toute façon, c'était un point important pour le consommateur. La bouteille de gaz, qui fait tant de discussions, elle est en moyenne... 25 euros, je crois. Oui, elle est en moyenne 10 euros moins chère que dans l'Hexagone. Comment comprendre, et je comprends, qu'elle soit plus chère en Martinique qu'en Guadeloupe, alors que c'est le gaz de Sarre. Oui, on l'a fait remarquer récemment d'ailleurs. Eh ben, je peux vous dire que le gaz, quand il rentre dans la bouteille de gaz, que ce soit dans la bouteille de gaz pour la Martinique ou la Guadeloupe, il rentre au même prix. Voilà ce dont je suis responsable et coupable. Donc vous ne pouvez pas parler des autres. Je Vous parlez parle. que Moi, je parle que chacun parle. de sa chapelle. Dernière proposition qu'on a faite quand il y a eu, vous savez, les grands groupes de réflexion. Il existe aujourd'hui un chèque énergie pour payer sa facture EDF. Tout à fait. Étendons ce chèque sur nos territoires avec une carte numérique non monétisable. Ça développe le numérique. Ça va créer de l'emploi pour les familles qui en ont le plus besoin. Ça n'a pas eu d'écho? Pas pour l'instant. Et vous n'allez pas voir ça peut-être parce que ça va réagir, puisque vous partez bientôt. Ah, ben, je ne sais pas, peut-être Ce que sera un regret? ça sera mon cadeau de départ. Enfin, très sérieusement, c'est quand même un comble. Et en plus, nous avons fait le calcul, ce n'est pas des mesures qui coûtent des millions et des millions. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas besoin de cette carte énergie. Vous non plus, je l'espère. Et c'est une bonne chose de ne pas en avoir besoin. L'avantage d'avoir une carte numérique, vous pouvez payer votre carburant, votre eau, votre électricité, votre contrôle technique, votre assurance voiture. Ça veut dire que pour avoir droit à cette carte, vous donnez votre assurance, votre contrôle technique, votre permis de conduire. Et quand votre permis de conduire n'est plus valable, le système il vous dit monsieur, ma cache walou. Hein? Tout petit, tout bonnement parti. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Non mais ça permet aux familles qui en ont besoin de mieux vivre, et ça me paraît indispensable, c'est-à-dire d'allouer la ressource là où nous en avons besoin. Et ça a un effet social extrêmement important. Ça ne va pas régler tous les problèmes, mais peut-être que ça limitera le nombre de gens qui circulent sans assurance, sans contrôle technique, parce que c'est cher. Ça limitera peut-être aussi la consommation. Avec ces cartes, tous les mois, on peut adresser au consommateur en disant « Monsieur, vous rentrez votre kilomètre, hein, j'ai une carte comme ça professionnelle, et tous les mois, vous avez consommé 7 litres 20, vous avez consommé 19 litres. Là, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui siphonne le réservoir ou le diesel sert à quelqu'un d'autre. Pragmatisme. Voilà. Le temps qui nous est imparti va s'achever. Vous partez donc à la retraite, c'est ça? Oui. Et vous savez déjà ce que vous allez faire? Oui. Oui. Ah oui. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai 7 pays dans le monde. Hein, vous avez du monde à voir. J'ai à revoir. Alors, j'ai beaucoup de monde à revoir. Et puis, 12 postes différents, 4 sociétés différentes, 19 déménagements. Donc, ma priorité absolue, c'est faire mon potager. Je vais transférer. Alors, en Bretagne Sud, on n'a pas le jardin créole, mais on mélange les légumes et les fleurs. Donc, ça, c'est faire une serre
pour pouvoir faire mes petits oignons pays. J'espère que ça va marcher. Ranger ma maison, ranger mon garage, voir mes amis. Et puis à partir du mois de septembre, retravailler un petit peu, j'allais dire pour, comme on dit, transférer aux plus jeunes générations. C'est très important pour vous, la transmission. Ah, très très important. Ce que j'ai appris. Mhm. Très bien. Vous roulez, m'avez-vous dit, avec une... Renault Talisman. Elle n'est pas hybride, elle est thermique, définitivement. Alors elle est thermique, elle est au diesel. Oui, vous envisagez une... Alors à compter du 1er juillet, comme je serai plus directeur général de la SARA, j'ai plus de maison de fonction, j'ai plus de voiture de fonction, hein, voilà. Et donc je viens de passer commande d'un véhicule hybride, mais un hybride non rechargeable. Voilà, comme je vais faire beaucoup de routes, j'ai fait mes petits calculs. L'hybride rechargeable, c'est très bien quand on fait beaucoup d'intervilles ou de la ville. Par contre, le poids est quand même, un hybride rechargeable, c'est 300 kg de plus, alors qu'un hybride non rechargeable, c'est 80 à 100 kg de plus. Ça vous semble évident de choisir cette voie-là aujourd'hui? Eh bien, la voie évidente, c'est de faire ce que, j'allais dire, je me permets de recommander ou de conseiller à mon petit niveau. De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Donc j'ai besoin d'une voiture confortable, donc j'ai pris une voiture confortable, pas trop grosse, pas trop lourde, et puis je vais faire avec elle plus de longs trajets ou de moyens trajets à partir de Nantes pour aller à Paris, pour aller ailleurs, pour aller voir mes amis. Et là, ben effectivement, l'hybride, j'allais dire classique, est assez intéressant. Une dernière chose, vous imaginez l'avenir de la SARA dans quelques années, comment, déjà au niveau de la SARA, et puis de même le trafic automobile, qu'il s'agisse de ce qui se passe à la Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane? Alors, c'est assez facile de l'imaginer, et sans avoir de boule de cristal, s'il y a un des points que le Covid nous a appris, quand on regarde ne serait-ce que l'évolution démographique, on peut imaginer, et on le voit déjà, une baisse. Et puis avec la transition énergétique, ça va baisser. On a un scénario où on a moins 20% de baisse sur une dizaine d'années. C'est le scénario qu'on a vécu en 2020 avec le Covid, moins 20%, tout produit confondu. Et là, je peux vous dire que Sarah, elle a intérêt à bien réfléchir, parce qu'à moins 20%, ne serait-ce que moins 20%, le modèle technologique, économique, il a besoin d'être remis en cause. Il faut le dire. Il a besoin d'être repensé, parce que, ben voilà, avec moins 20% d'activité, ça ne passe plus. Prenons le bon côté des choses. Nous avons vécu cette expérience, souffert de cette expérience, avec des résultats économiques catastrophiques. Apprenons, agissons, doutons. Merci de terminer par ce triptyque. En tout cas, bon vent, si j'ose dire, pour la suite des choses. Merci encore, Philippe Guy. Je rappelle que vous êtes le directeur général, encore pour quelques jours, de la SARA, la société anonyme de la raffinerie des Antilles. Et il ne faut surtout pas oublier la Guyane. Merci encore. Merci à vous.